Bonjour, donc je vais partager avec vous avec plaisir l'expérience du CHU de Montpellier, parce que c'est vraiment un partage d'expérience. Et vous l'aurez compris, la démarche appréciative, c'est en fait un partage d'expérience. Donc je vais les construire un petit peu comme ça, avant d'arriver sur c'est quoi l'appréciative au CHU de Montpellier, comment on s'en sert, comment on l'utilise, comment on y va, comment on la vit. Je vais vous expliquer un petit peu, nous, notre démarche, en fait, et le chemin qui nous a amenés jusque-là. Parce que ça a aussi son intérêt. Je vais vous raconter notre histoire. Donc, bon, le CHU de Montpellier, vous savez, on est très nombreux, on a plein de métiers, il y a beaucoup de femmes, donc ça, c'est super. Il y a 500 cadres de toutes filières confondues et on est le 3e employeur. Donc, un jour au CHU de Montpellier, comme dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, il se passe beaucoup de choses dans tous les endroits et dans tous les recoins, des naissances, des décès, des douleurs, de la relation, de l'équipe, du conflit, de la cohésion, plein de choses. Donc, nous, notre histoire par rapport à tout ce qui est démarche transversale, à la DRH du CHU de Montpellier, c'est qu'on a intégré d'abord dans la qualité de vie au travail toute la notion de prévention des risques professionnels. Et ce qui a été important chez nous dans ce sujet-là, et quand on a réfléchi à ça dans notre équipe, et finalement on l'a résumé sur une expression qui est avoir le souci d'autrui. Et finalement, dans un hôpital, ça a un petit peu du sens que d'avoir le souci d'autrui. Et on s'est dit, ça sera notre posture dans notre travail au sein de notre équipe de prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail au sein de la DRH. Donc, pourquoi ? Parce que pour nous, la qualité de vie au travail et la prévention des risques, c'est pas uniquement la conciergerie, le baby-foot, la place en crèche, même si tout ça, ça peut avoir beaucoup d'importance. Mais c'est une démarche pour nous qui vise la qualité de vie au travail. Et la démarche qualité de vie au travail, elle n'a d'intérêt que si elle contribue à modifier en profondeur l'esprit du management général de l'établissement. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de vendre que c'est le bonheur partout dans tous les recoins du CHU, on est nombreux. Mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'on souhaite aller et qu'on essaie de réfléchir nos démarches. Donc, une fois qu'on a fait tous ces constats, on a travaillé avec le baromètre social, on a travaillé à partir du moment où on a eu le contrat performance du CHU de Montpellier en 2012, qui a été vraiment une époque très compliquée à vivre. Quand on fait moins 500 postes en 15 mois, c'est toujours très compliqué. Et c'est comment on arrive à accompagner finalement cette transformation. Alors ce moment, ça a été un moment un peu de crise, qui a été un moment qui nous a obligés à retravailler notre manière d'aborder la transformation, l'accompagnement des individus et l'accompagnement des équipes. Donc on a eu 7 pas. Je vais vous raconter nos 7 pas pour cette évolution majeure. Donc le premier pas, en 2012, ça a été en effet accompagner les changements, accompagner les restructurations, accompagner les périodes de transition individuelle à l'intérieur de ce contrat performance, en fait. Et on a créé un pôle d'accompagnement professionnel et social. Ça a été notre premier, je dirais, c'est notre plus bel outil de prévention du risque psychosocial. C'est aujourd'hui, il existe, il a accompagné environ 1000 personnes depuis, sur des périodes soit de transition personnelle, parce qu'il y a un problème de santé, parce qu'il y a un problème de handicap, pour plein de choses différentes, ou alors dans le cadre des restructurations. Parce qu'au-delà de l'accompagnement au changement collectif, il faut aussi accompagner les individus. Il y a parfois des gens qui ont besoin de poser quelque chose à un autre endroit qu'avec leur encadrement, qu'avec les organisations syndicales, qu'à l'intérieur de leur groupe. Et donc là, on offre cet endroit-là pour pouvoir réfléchir sur le parcours professionnel individuel. Et puis on aide aussi, cette équipe-là, elle aide les chefs de projet qui sont parfois et souvent pas à l'aise avec le volet social, ce qu'on appelle le volet social du projet, parce que ça pose des difficultés auxquelles ils ne sont pas toujours habilités à accompagner, parce que c'est parfois un ingénieur très technique et qu'il est un peu démuni face aux difficultés de l'équipe ou de certains individus. Donc ça a été notre premier pas de comment la DRH pouvait venir en soutien
de projets ou de moments de transition et de transformation. En 2013, on a fait un deuxième pas qui était plus un pas institutionnel sur la concertation et le dialogue social. Donc on a développé beaucoup de choses autour de ça, des moments qui n'existaient pas, des moments de concertation, au-delà de la partie CTE, CHSCT, les séances qui sont très importantes de nos instances, mais qui ne sont pas des endroits où on se parle. Ce sont des endroits où on a des postures, on a des jeux d'acteurs, où on va voter, où on discute, hein, c'est pas, mais ce ne sont pas des endroits obligatoirement où on se parle et où on échange. Donc on a créé des endroits, des réunions de concertation, d'information sur tous les projets. Et aujourd'hui, on a vraiment cette culture-là. Quand il y a un projet, il y a des moments qu'on appelle de concertation qui font bouger les lignes de part et d'autre. Là, en 2014, on s'est préoccupé de prévention des risques professionnels et on a développé des méthodologies autour du document unique d'évaluation des risques professionnels pour sortir du tableau à remplir, qui est réglementaire, qui est obligatoire. Mais ce tableau, moi, j'aime pas les tableaux. Donc, on a essayé d'en faire une démarche plus managériale et depuis, on développe ça. Ça fonctionne très bien et vous verrez qu'on est en train d'y intégrer un petit peu d'appréciative à l'intérieur de cette démarche d'évaluation des risques professionnels. Et on s'est organisé autour de cette activité. Et puis, on a aussi créé des croisements de regards entre des professionnels qui sont des professionnels qui créent des indicateurs au sein de notre DRH sur un certain nombre de sujets. Ça peut être les accidents du travail, ça peut être tout ce qui est autour de la RH. Et on a créé des groupes d'échange autour de ces indicateurs avec des professionnels. Alors on a commencé avec les professionnels du bio-nettoyage, l'encadrement du bio-nettoyage, pour qu'ils réfléchissent à finalement qu'est-ce qu'ils veulent dire ces indicateurs, derrière ces indicateurs, qu'est-ce qu'il y a comme réalité. Par exemple, il y avait un secteur qui générait beaucoup d'heures. Et puis on a réfléchi et en fait on s'est aperçu que les horaires des ASH ne correspondaient pas à certaines activités du soir et qu'il y avait systématiquement tous les jours une demi-heure qui était faite en plus. Donc on a recalé les horaires. C'est vrai que ça a permis d'apporter plus de confort à l'équipe d'ASH qui s'est recalée sur des activités et tout le monde a trouvé de la cohérence entre l'équipe de soins et l'équipe d'ASH. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est vrai que c'est des choses qui permettent d'aller au-delà du chiffre finalement et d'échanger. Et c'est finalement tout ça, ça prépare et en tout cas ça entretient toutes ces démarches-là, un état d'esprit d'échange et d'échange de regards, d'écoute et de partage de points de vue. En 2016, on a essayé de parler risque psychosocial. On a créé un poste de conseiller en prévention des risques psychosociaux parce qu'on s'est dit, quand il y a une crise dans un groupe, dans un secteur, c'est une crise, ok, c'est pas un moment très agréable, mais comme toute crise, c'est aussi un appel au changement, c'est un appel à la transformation, c'est un appel à fonctionner autrement et à fonctionner mieux. Donc c'est comment aider les personnes et aider ce groupe qui est dans une difficulté à aller au-delà et à transformer cette crise en quelque chose de positif. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place et c'est ce qu'on continue. Et dans nos démarches aujourd'hui de prévention des risques psychosociaux, et quand on fait face à une crise d'équipe, on va y aller avec des outils d'analyse des RPS, tout ce qu'on a appris. Et après, c'est oui, mais ok, une fois qu'on a fait les constats, une fois qu'on est sur les causes, qu'est-ce qu'on fait et comment on dépasse? Et finalement, on va utiliser les démarches qui sont présentées aujourd'hui pour dépasser la crise et aller vers autre chose. Mais vraiment, c'est pas juste... Voilà, la crise, elle est là parce que il y a telle et telle chose qui se passe. Non, c'est ok, il y a telle et telle chose qui se passe, mais et après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que souvent, quand on a des consultants, ou même nous, quand on va dans une équipe, une fois qu'on a constaté, si on s'en va, il se passe quoi? Et en fait, c'est ça. Et c'est ça qu'apporte l'appréciative et qu'apporte le co-développement, c'est après. Comment on dépasse? Comment on y va autrement? Et puis des projets transversaux sur la qualité de vie au travail. Bon,
ce qu'on a appelé les projets transversaux, c'est tout ce qu'il y a autour du télétravail, autour de... Là, on va travailler sur la pratique de la méditation de pleine conscience. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Et puis en 2017, on a dit, ben voilà, ça a été l'heure du coaching. Donc on est 3 coachs internes à être à la DRH, à avoir passé une certification. Donc on accompagne des individus, souvent des cadres aujourd'hui, sur leur posture. Et puis on a rencontré l'Appreciative Inquiry. Alors c'était une vraie rencontre. Et vraiment, c'est un mot que j'utilise vraiment pas par hasard. Et on l'a rencontré par notre équipe de DRH. On cherchait à animer un séminaire, notre séminaire des cadres de la DRH. Et finalement, quand on a fait appel au cabinet Pragma, qui est le cabinet qui accompagne la NFH sur le baromètre, on les a rencontrés. Puis ils nous ont montré des choses lors de la restitution du baromètre qui nous ont interpellés avec mes collègues. Et on s'est dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter de travailler avec eux. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait 2 séminaires de la DRH d'une journée en 2017 et 2018. Et on a travaillé sur notre cohésion d'équipe, on a travaillé sur nos façons de travailler ensemble. Et finalement, on a changé des choses. Alors, on n'a pas fait la révolution, hein, mais on a changé, alors notamment, une réunion mensuelle où tout le monde allait un petit peu à reculons. C'était la réunion descendante d'informations. Alors les informations descendantes, c'est important, il faut qu'on soit informé en tant que cadre. Mais c'était aussi qu'est-ce qu'on fait de ce moment où on est ensemble et finalement où il ne se passe pas grand-chose. Chacun est derrière son téléphone, un petit peu fait ses mails, voilà, pendant 2h30. On écoute et puis finalement on a décidé ensemble de faire autrement. Donc on a une demi-heure de travail où on a ces informations descendantes. Et ensuite, on a quelqu'un qui nous présente quelque chose, un cadre de la DRH qui nous présente un projet, un sujet. Et puis après, on a des ateliers de travail sur des sujets. Alors, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué et avec le distanciel, etc. Mais on a hâte de reprendre ces moments ensemble. Ce sont des moments où finalement, on n'avait plus qu'une heure d'informations assez descendantes et 1h30 de travail ensemble où on se mettait en petits groupes et on va se remettre en petits groupes et on travaille sur un sujet parce que finalement on a peu de temps où on est ensemble dans une équipe qui est importante comme celle de notre DRH et où on va pouvoir travailler entre secteurs différents sur un sujet qui nous concerne tous. Et ça a beaucoup changé les choses. On a aussi changé la manière dont on intègre un nouvel arrivant. On a aussi changé... Voilà, c'est des petites touches comme ça, mais qu'on a co-construit ensemble lors de ces séminaires. Et on s'est posé la question autour de notre cohésion et notre manière de travailler ensemble. Comment on travaille ensemble? Être plus agile, pas obligatoirement demander l'autorisation à tout le monde de pouvoir travailler avec un tel ou avec un tel. Et ça a apporté de l'agilité à l'intérieur de notre propre équipe. Donc, on s'est dit, voilà, en 2018, on a confirmé. Et puis, on a fait aussi un premier accompagnement d'une autre équipe, mais une équipe en difficulté, parce que notre équipe n'était pas en difficulté, elle se posait juste des questions sur sa cohésion, sur son envie de travailler autrement. Et on a accompagné le service de santé au travail, alors, qui était dans une crise majeure, voilà, où plus personne ne se parlait gentiment, normalement, où ils n'arrivaient plus à travailler ensemble. C'était vraiment la crise très très importante. Donc on leur a proposé de travailler avec... ils ont fait 2 jours, je crois, 2 jours ou 3 jours, autour avec cette démarche-là. Et ils ont pu faire des propositions, d'abord se reparler, d'abord se rendre compte que celui à qui je commençais à parler mal depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, finalement il avait des qualités. Parce qu'en effet, on se raconte des histoires, parce qu'en effet, on se dit qu'est-ce que j'ai réussi? On se pose une question. Alors, il y a toujours une question dans les démarches appréciatives, c'est-à-dire qu'on n'y va pas, c'est pas un happening, c'est pas on vient et puis on parle de tout. Non, non. On y va, il y a un sujet qui a été choisi.
Nous, c'était la cohésion d'équipe, c'était notre manière de travailler ensemble. Sur le service de santé au travail, ce qui avait été travaillé avant qu'ils puissent travailler ensemble, c'était quoi l'ambition de l'établissement pour ce service? C'est-à-dire, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est qu'on travaille sur l'ambition. C'est quoi l'ambition? Donc la DRH et la direction générale ont eu à travailler sur la définition de l'ambition qu'ils avaient pour ce service-là. Cette ambition-là, elle a été partagée avec cette équipe-là, et cette équipe-là, elle a travaillé à partir de l'ambition qu'on leur a donnée. Donc ils n'ont pas travaillé uniquement sur leur relationnel, ils ont travaillé sur à quoi je sers, c'est l'établissement à quoi, me donne quoi comme mission, me donne quoi comme objectif. Et à travers la démarche, qui est une démarche finalement où on se raconte, où on raconte son histoire, à quoi j'ai contribué. Alors sur le service de santé au travail, l'ambition c'était qu'ils deviennent un acteur majeur de la prévention du risque, de la santé, etc. Bon, truc assez classique, mais ils se sont reposés sur cette phrase-là et on leur a demandé, vous, dans votre travail au sein du service de santé au travail, à quel moment vous vous êtes senti pleinement, vraiment un acteur majeur de la prévention du risque professionnel ou de la préservation de la santé au travail des travailleurs du CHU de Montpellier. Et ils se sont racontés des histoires sur ce sujet-là. Ils ne se sont pas racontés des histoires de famille ou des histoires sur d'autres sujets. Ils se sont racontés des histoires sur ce sujet-là. Donc en fait, ça permet de se centrer sur une question à travers sa propre expérience. Et c'est ça que l'on amène dans l'appréciative, c'est qu'on amène ce que l'on est soi, ce que l'on a fait, ce que l'on a vécu. Donc on va le partager à deux, on va s'écouter, il y a un temps d'écoute. Donc celui qui raconte va raconter à son binôme, le binôme va lui raconter une autre histoire, mais sur le même sujet. Donc en fait, on va partager des histoires différentes, individuelles, sur le même sujet. Et ensuite, on va se mettre à quatre et on va se raconter. Donc celui qui a écouté va raconter aux autres l'histoire qu'il a entendue. Et ensuite, on va choisir. Alors là, quand on est dans une salle où on se raconte des histoires, en général, le son monte. Il y a une énergie qui monte. Et tout d'un coup, on a des gens très souriants parce qu'ils se sont racontés, ils se sont livrés. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette démarche, c'est qu'on apporte vraiment qui on est. On n'est pas que contributeur d'idées, on apporte aussi son vécu, son expérience, sa force. Et après, ce qui est intéressant dans le quatuor, c'est qu'on va demander aux personnes de réfléchir à, mais finalement, et aussi dans le duo, c'est qu'est-ce que j'ai raconté une histoire, mais qu'est-ce qui a fait que cette histoire était une réussite? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce soit une réussite? Et donc ça oblige à réfléchir à, mais oui, finalement, qu'est-ce que j'ai été chercher dans mes ressources, dans les ressources extérieures, dans le lien avec mes collègues? Qu'est-ce que j'ai été mettre en place et chercher pour que ce soit une réussite? Pour que cette histoire-là, je la livre comme une réussite. Donc je la livre au départ et puis ensuite je vais aller réfléchir sur qu'est-ce qui en a fait une réussite, qu'est-ce que j'ai été prendre. Et c'est ça qui est intéressant dans cette démarche et c'est pour ça qu'elle est très contributive et qu'elle est très basée sur l'expérience. Et ensuite, on va partager. Et après, il y a toute une phase de partage, d'imaginaire, de rêve, de se dire qu'est-ce que je fais de tout ça, toute cette manne et de toute cette force-là que l'on a dans ce collectif. Très souvent, c'est l'énergie en fait qui monte dans la journée et qui fait qu'on va être capable d'être dans une énergie qui va permettre d'imaginer, de dépasser le cadre et de dépasser les limites qu'on s'était fixées ou peut-être le cadre qu'on pensait être celui qui nous est dévolu. Voilà, donc tout ça, on l'a partagé en 2019 lors d'un séminaire. On a un séminaire qualité de vie au travail qui s'adresse au cadre du CHU de Montpellier. Et donc David Da Fonseca, qui est le pédopsychiatre dont vous a parlé Marc Dumont et qui a emmené son pôle
dans cette démarche-là, est venu partager avec nous son expérience. Et ça a été important. Les 90 cadres, alors à la fin du séminaire, les 90 cadres qui ont participé à ce séminaire, finalement, si je vous montrais, j'ai pas la vidéo, mais je pourrais vous le montrer, ils ont tous lancé leurs feuilles en l'air. Enfin bon, c'était une ambiance très festive et finalement une ambiance très énergique. Et c'est ça qui est assez intéressant dans cette démarche aussi, c'est l'énergie qu'elle fait naître et qu'elle fait déployer. Voilà. Donc, une fois qu'on a convaincu, finalement, il y en a qui ont eu envie de sauter le pas. Donc en 2020, on a formé. Alors moi, j'aime bien tout prendre ce que la NFH nous propose parce que ça se permet de s'adapter à chacun, en fait. La sensibilisation, elle va s'adapter à des gens qui ont juste envie de voir ce que c'est, peut-être aussi envie de mettre un petit peu de ça dans leur quotidien, mais pas plus. Ils n'ont pas envie de plus et ils ont le droit. On a aussi des personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de contribuer plus. Donc la formation de praticien, elle forme à la démarche. Mais ce qu'il y a de bien dans cette démarche, c'est qu'on n'est pas obligé de la faire de A à Z. On peut aussi l'utiliser par petites touches. On peut aussi l'utiliser dans un atelier. Ce n'est pas parce que la démarche se fait sur 2 jours habituellement pour accompagner un projet qu'on ne peut pas juste l'utiliser dans un atelier qu'on va animer soi-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est plutôt on apprend à poser les questions différemment. Et la question, finalement, la question très ouverte, suivie du silence, pour laisser à l'autre l'espace, finalement le silence, il laisse à l'autre l'espace de dire et de partager. Mais c'est ça aussi que ça peut permettre de faire. Et quand on est un cadre et qu'on a des entretiens individuels, des réunions d'équipe à animer, des ateliers, des groupes de travail, ça peut aussi être des choses qui peuvent apporter une autre posture et finalement dans une forme de simplicité beaucoup plus importante. Voilà. C'est ça aussi, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'elle est simple. C'est pour ça qu'elle s'adapte à tous. Elle s'adapte au bac plus 12, comme elle s'adapte à des personnes qui sont moins diplômées, comme elle s'adapte à des gens qui ont des métiers très manuels ou des gens qui ont des métiers très intellectuels. Elle est complètement adaptée puisque c'est une démarche et ce n'est pas une démarche clé en main en fait. C'est une démarche et chacun va y apporter sa contribution, ce qu'il est, et par rapport au sujet qui a été choisi, qui peut être la cohésion d'équipe, la communication, comment on va travailler ensemble quand on va être tous réunis dans le même bâtiment unique de labo. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Et puis, donc là, dans notre établissement, en fait, pour l'instant, on a beaucoup d'équipes de cadres ou d'équipes administratives qui ont sauté dans la piscine de l'appréciative. Donc, on a Oui. Donc, on a la direction des achats et des approvisionnements, c'est le staff qui a pu bénéficier. Quand on a fait la clôture de la démarche de l'équipe de staff de la direction des achats, on y est allé avec la DRH et l'équipe nous a dit « Merci pour ce cadeau ». Et en fait, c'est une équipe qui pouvait être en difficulté dans sa manière de fonctionner, sa manière de communiquer. Et aujourd'hui, c'est plus la même équipe. Mais nous, on le savait qu'ils pouvaient faire équipe ensemble et qu'ils pouvaient être très performants. Ce sont des individus très performants. Et en fait, il manquait juste à savoir travailler vraiment dans un collectif de co-construction, en fait. Et c'est ça aussi, je pense que toutes ces démarches, elles permettent d'aller dans ce qui est aujourd'hui demandé, c'est-à-dire que chacun a envie d'être contributeur, pas obligatoirement d'être décideur. Tout le monde sait bien qu'il y a des décideurs, qu'il y a des arbitrages, etc. Mais de se retrouver dans la contribution, et c'est une démarche comme
la façon dont elle est construite, on se retrouve finalement dans la contribution collective individuellement. Alors que très souvent, quand on répond à un questionnaire et qu'il est analysé ailleurs et qu'ensuite il y a des plans d'action qui sont réalisés et pensés ailleurs, on ne s'y retrouve pas obligatoirement. Tandis que là, on se retrouve dans ce qui est construit collectivement. Moi, je sais ma part de ce que j'ai apporté dans cette construction collective et je me retrouve dans cette construction collective. Et en fait, c'est ça qui est important et c'est ça qui fait l'adhésion au final. Donc, on a aussi la direction de la recherche et de l'innovation. Donc là, c'est toute la direction ils sont 60 qui travaillent ensemble sur des sujets très différents. Alors, ils vont avoir des ateliers sur le télétravail, comment on travaille en télétravail ensemble. Ils vont avoir des sujets sur les interfaces entre les différents secteurs, comment on travaille mieux entre les différents secteurs. Voilà, donc et il y a aussi la direction des soins qui a animé ces séminaires avec les cadres supérieurs de santé, voilà, sur le projet de soins, comment on anime le projet de soins, comment on anime les équipes de soins. Et puis nous, on va l'utiliser, donc dans notre secteur, on l'utilise pour le bionnettoyage. On a une grosse démarche dans le secteur du bionnettoyage sur la prévention du risque psychosocial. Ce sont des équipes, les membres CHSCT avaient fait un signalement en disant attention, dans ce secteur-là, c'est compliqué. Donc on y est allé, on a travaillé sur l'évaluation de ce qui se passait dans ce secteur-là, dans ces métiers-là, qui sont difficiles. Être ASH, c'est pas un métier de tout repos. Donc on a vu 200 personnes en entretien individuel, on a fait un petit baromètre social spécifique pour le bionnettoyage, on en a sorti des constats, des partages, on a partagé lors de séances de restitution, et là maintenant on va leur proposer des journées de réflexion et de co-construction et on va les animer avec la démarche appréciative. Donc voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que cette démarche-là, quand on commence à la maîtriser, on l'utilise, on l'intègre. En fait, elle est complètement intégrée au bout d'un moment dans nos pratiques. Et les derniers qui ont partagé cette démarche, c'est le comité de direction du CHU de Montpellier, les directeurs, le directeur général adjoint et l'ensemble des directeurs qui ont travaillé une journée et demie, sur leur manière de travailler ensemble en équipe, leur manière de faire équipe de direction. Et je dois dire que bon, les témoignages et les retours que nous en avons eus pour l'instant, alors j'ai pas vu tout le monde, mais ont été très positifs et que tout le monde a été surpris. En fait, ce qui est intéressant aussi, pour ceux qui sont un peu dubitatifs et qui se disent mais en final on a l'impression qu'on va boire le thé ensemble, c'est comme une lame de fond en fait, on la voit pas venir cette lame de fond et puis tout d'un coup elle arrive, elle vous tire et il en sort quelque chose de co-construit, de collectif qui va faire qu'on va aller vers une autre façon de travailler ensemble. Et c'est ça qui moi m'intéresse et qui, je pense, peut nous aider dans nos établissements où le travail d'équipe, c'est juste le fondement de l'hospitalier, en fait. Donc, si on ne sait pas travailler ensemble, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, chez nous, donc c'est plutôt les directions qui ont été partie prenante. On espère aller plus vers des services de soins. On va certainement travailler avec un labo en 2021. Et puis on va aussi créer une communauté de praticiens AI en interne, puisqu'on a eu 3 groupes de praticiens, et on va leur proposer là, et on va être accompagnés dans le cadre du projet pour créer cette communauté. C'est finalement ces praticiens, comment ils vont pouvoir utiliser la méthode, comment l'institution va leur permettre de le faire. Il y a toute la question, quand on travaille en interne, moi je suis coach interne, c'est la question de comment on régule les demandes, qui dit OK,
comment on met la protection autour aussi de cette pratique-là, puisque on va proposer à des cadres d'aller faire des animations de démarches appréciatives dans d'autres secteurs. Donc c'est aussi pas simple d'aller voir chez le voisin ou la voisine ce qui s'y passe et comment ça se passe. Mais on se dit qu'avec cette démarche-là qui est basée sur les forces et pas sur on pointe les faiblesses, ça peut être intéressant et ça peut être aussi très, très fondateur et créer quelque chose à l'intérieur de notre établissement qui est très gros. Donc c'est toujours embrasser. Quand on est très gros, on a des avantages qui sont peut-être des moyens en plus que d'autres ou des fonctions plus spécialisées, mais c'est aussi comment mettre une synergie à l'intérieur d'un établissement dans tous les coins de l'établissement. Donc ça, c'est un petit peu la gageure dans un établissement d'une certaine taille. Et à travers cette démarche-là, on peut essayer d'arriver à quelque chose de cet ordre-là. Et au niveau du management général en fait de l'esprit en fait. Il y a tout un état d'esprit, la démarche appréciative, c'est aussi un état d'esprit qui est véhiculé à l'intérieur de la façon dont on va aborder les questions. À travers, on fixe une ambition, on partage des expériences et on co-construit derrière. Au lieu de pointer les problèmes, regarder ce qui manque. Ça n'empêche pas, au final, les plans d'action sont toujours des plans d'action sur ce qui manque. Hein? Mais on n'y arrive pas par le même chemin. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir.